Bienvenue dans notre discussion du jour. On va aborder une question, je pense, essentielle pour beaucoup d'entreprises. Comment on sait si la stratégie commerciale qu'on a mise en place, elle est sur la bonne voie, si ça marche vraiment, et si justement une partie de la réponse se trouvait là, sous nos yeux, dans les données des visiteurs de notre propre site web. Des données qu'on a parfois tendance à sous-estimer un peu. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment l'analyse du trafic d'un site Internet peut devenir un vrai outil stratégique, un outil de pilotage. Et pour faire ça, on va s'appuyer sur deux choses. D'abord, des données très concrètes, celles des visiteurs des sites de Finelis. C'est une société spécialisée dans l'externalisation commerciale. Et puis d'un autre côté, des études, des analyses assez récentes de 2024-2025 qui confirment un peu l'intérêt de cette approche. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment une boîte comme Finelis peut et même doit utiliser ces infos pour évaluer et ajuster sa stratégie. Tout le temps, en continu. Et on va voir que c'est d'un exemple très parlant de cet alignement nécessaire entre les équipes vente et marketing. Bon, alors, on décortique tout ça. Oui, tout à fait. Et les études récentes, elles sont claires là-dessus. Analyser qui vient sur un site, d'où viennent ces personnes, ce qu'elles regardent, combien de temps elles restent. Ce n'est plus juste, une affaire de stats techniques pour les informaticiens, quoi. Non, c'est devenu une source d'intelligence stratégique. Vraiment cruciale, surtout en B2B. Ces données de navigation, c'est pas juste des chiffres froids, hein. Ça raconte une histoire. Ça parle des intentions, des besoins, cachés ou exprimés, des priorités des gens qui visitent. Et ces études, elles mettent en lumière des avantages très, très tangibles, n'est-ce pas? On pense tout de suite à identifier les prospects chauds. Mais ça va plus loin que ça, j'imagine. C'est comprendre finement leur parcours, savoir quel contenu marche vraiment, quels arguments touchent la cible, et puis surtout comment on priorise l'action commerciale après, pour pas s'éparpiller, quoi. Exactement, c'est précisément là que ça devient stratégique. Ça permet cette confrontation, qui est essentielle, entre le fameux profil client idéal, l'ICP, comme on dit, cette cible qu'on a définie dans la stratégie, et puis la réalité brute du trafic web. Est-ce qu'on attire vraiment les entreprises qu'on vise, ou est-ce qu'il y a des écarts? Parfois, on découvre un secteur inattendu qui montre un intérêt fort. Ou alors la taille des boîtes qui visitent, ça correspond pas tout à fait au ciblage. Et ça, parfois, ça révèle des opportunités de croissance qu'on n'avait pas vues. Les entreprises B2B qui performent aujourd'hui, elles ne se contentent pas de définir un ICP. Elles le challengent, elles l'affinent tout le temps, grâce à ces données web, pour personnaliser leur approche et même pour anticiper les besoins. D'accord. Et pour que cette confrontation soit utile, il faut regarder les bons chiffres, les bonnes métriques. Les études qu'on a vues, comme celles de Shopify ou Illinois Tech, elles insistent sur certains indicateurs clés. On parle souvent du nombre de visiteurs, mais qu'est-ce qui est vraiment important d'après elles? Alors, il y a plusieurs indicateurs qui sont cruciaux, surtout quand on les analyse ensemble, pas séparément. Le nombre de visiteurs récurrents, par exemple. Ça, c'est un premier signal fort. Quelqu'un qui revient, il montre un intérêt qui dure. Ensuite, le temps passé sur le site et le nombre de pages vues par session. Ça, c'est fondamental. Si quelqu'un passe plusieurs minutes à explorer différentes sections, ça suggère un engagement bien plus fort qu'une simple visite rapide par curiosité. Le taux de rebond aussi. Le pourcentage de visiteurs qui s'en vont après avoir vu une seule page. C'est très instructif. S'il est élevé sur des pages importantes, ça peut vouloir dire qu'il y a un problème, que le visiteur n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Et bien sûr, la source du trafic, ça c'est essentiel. Savoir s'ils viennent d'une recherche Google précise, de LinkedIn, d'un autre site, ça aide à comprendre leur intention de départ. Donc, l'idée, c'est pas juste de regarder chaque chiffre dans son coin, mais plutôt de les croiser pour dessiner un peu un profil d'engagement. C'est exactement ça. Et les benchmarks du secteur le confirment. Les entreprises suivent les sessions, elles font la différence entre les nouveaux utilisateurs et les visiteurs qui reviennent, elles analysent finement l'origine du trafic, organique, payant, réseaux sociaux, sites référents, elles surveillent aussi le temps moyen passé. Et tout ça, c'est pas juste pour faire joli dans un rapport, hein. C'est la base pour évaluer si la stratégie de contenu, d'acquisition, elle fonctionne, et surtout pour prendre des décisions éclairées, pour ajuster la stratégie commerciale et marketing. On sort de la navigation à vue, quoi. On pilote par la donnée. Super intéressant. Alors passons à l'illustration concrète avec Finelis. On a des données sur les entreprises qui visitent leurs deux sites web, Finelis et Finelis Coaching. Qu'est-ce que ça nous apprend sur leur public? Déjà, on voit que c'est clairement une audience B2B, mais ce qui est frappant, c'est la diversité des secteurs. Il y a de la tech, avec des noms comme Opera Software ou même la licorne française Payfit. Le secteur financier est là aussi,
Crédit Mutuel Arkea, la BRD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. On a aussi du conseil, genre BDO, de l'industrie avec Diversi, Total Energy, de l'événementiel, FIRA Barcelone, Viparis, du transport avec la RATP à Paris et même la santé avec l'hôpital Vall d'Hebron en Espagne. C'est vraiment large. Et le profil de ces entreprises, plutôt des petites PME ou des grands groupes? C'est majoritairement des ETI, les entreprises de taille intermédiaire, et des grands groupes. Beaucoup semblent avoir une dimension internationale et ça se confirme quand on regarde d'où vient le trafic. Et là, c'est assez marquant. Les États-Unis arrivent en tête. Ils représentent entre 26 et 28% des visiteurs. C'est énorme. La France suit avec 10-15%. Puis l'Espagne autour de 10-12%, et ensuite on trouve le Canada, la Chine, le Royaume-Uni. C'est vraiment une audience mondiale. Ah oui, ça c'est extrêmement intéressant pour Finelis. La première question stratégique qui se pose tout de suite, c'est comment ces données se comparent à leur profil client idéal, leur ICP. Est-ce que cette diversité de secteurs, ça correspond bien au marché qui cible activement? Est-ce que ce poids des ETI et des grands groupes, c'est bien aligné avec leur offre? Et surtout cette forte présence américaine. Est-ce que c'est le résultat d'une stratégie voulue de développement là-bas, ou est-ce que c'est une découverte un peu fortuite qui demande une analyse plus fine? Parce que si les États-Unis ne sont pas une priorité stratégique affichée, ça pourrait indiquer soit qu'il faut mieux cibler géographiquement les efforts marketing, soit, au contraire, qu'il y a là une opportunité majeure à saisir. C'est cette confrontation directe qui valide ou invalide la stratégie sur le terrain. C'est fou de voir comment des données brutes comme ça peuvent soulever des questions aussi stratégiques, oui. Mais allons un peu plus loin, Sam. Qu'est-ce qu'ils font, ces visiteurs, une fois qu'ils sont sur les sites de Finelis? Qu'est-ce qu'ils cherchent comme info? Alors, les pages les plus vues sont assez révélatrices. Bon, évidemment, il y a la page d'accueil, c'est souvent le point d'entrée. Mais juste après, on voit un intérêt très net pour la page des tarifs. Ça, c'est jamais anodin au B2B. Les pages qui décrivent les offres spécifiques, comme l'externalisation commerciale ou les solutions de vente B2B, elles sont aussi très consultées. Et autre chose d'intéressant, les visiteurs regardent des contenus sur les compétences des forces de vente et certains articles de blog ou d'actualité, surtout ceux qui parlent de management commercial. Ce comportement de navigation, c'est une vraie mine d'or pour comprendre l'intention derrière. L'intérêt pour les tarifs, les offres spécifiques, ça suggère clairement une intention qui va au-delà de la simple curiosité. On est potentiellement dans une phase d'évaluation active, de comparaison de solutions, peut-être même de préparation avant de prendre contact. C'est un signal d'intérêt commercial fort, ça. Et en parallèle, le fait qu'ils consultent des contenus plus stratégiques sur les compétences, le management, ça indique une recherche de solutions de fond, un besoin de comprendre comment Finelis peut les aider à améliorer leur performance commerciale. Ces deux types de comportements, ça permet de qualifier finement l'intérêt. Une équipe commerciale avisée, elle abordera pas de la même façon un visiteur qui a passé du temps sur la page tarif et un autre qui a lu 3 articles de blog sur le leadership commercial, vous voyez? Oui, je vois bien. Et d'où viennent ces visiteurs engagés? Vous parliez de l'importance des sources de trafic tout à l'heure. Oui, effectivement. Alors, la majorité du trafic vient des moteurs de recherche classiques, Google en tête, Bing aussi. Ça suggère que le travail sur le référencement naturel, le SEO, ou peut-être payant, le SIA, de Finelis sur certains mots-clés, ça fonctionne. Mais il y a un truc nouveau et assez intéressant qui ressort des données. Une part non négligeable du trafic vient maintenant d'outils d'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT et Claude.ai. Des utilisateurs posent des questions à ces IA qui ensuite les redirigent vers les sites de Finelis. C'est nouveau, ça. Ah oui, ce point sur les IA comme source de trafic, c'est crucial. Et ça nous amène directement au cœur de l'alignement vente-marketing, un sujet vraiment central dans les études récentes. D'un côté, on a l'équipe commerciale. Idéalement, elle ne devrait plus prospecter au hasard. Elle peut utiliser ces données pour concentrer ses efforts. Sur quelles entreprises? Celles qui visitent le site, qui correspondent à l'ICP et qui ont montré un intérêt clair via leur parcours. Page vue, temps passé, téléchargement. C'est une prospection informée, ciblée, donc potentiellement beaucoup plus efficace. On arrête l'arrosage à l'aveugle, on passe à la précision chirurgicale, quoi. Et de l'autre côté, l'équipe marketing. Elle reçoit un retour direct, qui n'a pas de prix. Quel contenu marche le mieux? Quelles pages convertissent le mieux un visiteur en prospect? Sur quel sujet il faut produire plus de contenu parce que ça attire du trafic qualifié? Comme ici, le management commercial, apparemment. Cette analyse, ça permet d'optimiser le site en continu, d'améliorer le SEO sur les bons mots-clés, d'ajuster les messages.
et l'émergence des IA comme source de trafic. Bon, c'est peut-être un signal faible aujourd'hui, mais ça deviendra sûrement important demain. Le marketing doit intégrer ça dans sa stratégie. Comment on fait pour être bien référencé non seulement par Google, mais aussi par les IA conversationnelles? C'est un nouveau défi, ça. Passionnant d'ailleurs. Donc si on résume un peu tout ça, analyser les visiteurs de son site, c'est pas juste cocher une case dans un reporting. C'est un processus vraiment dynamique, une sorte de boucle de retour permanente qui permet d'ajuster le tir, de s'assurer qu'on parle aux bonnes personnes avec les bons arguments, par les bons canaux. Ça paraît fondamental, mais est-ce que c'est si simple que ça à mettre en place? C'est fondamental, oui, mais ça demande de la méthode et de la rigueur, c'est sûr. Les études convergent sur plusieurs actions clés pour que ça marche vraiment, pour pas se noyer dans les chiffres. Premièrement, il faut une veille régulière. Suivre les indicateurs clés dont on a parlé, sources de trafic, pages populaires, comportement, conversion, géographie. Il faut définir un tableau de bord pertinent et s'y tenir. Deuxièmement, et c'est le point essentiel, croiser systématiquement ces données avec l'ICP. C'est ça qui donne du sens aux chiffres. Est-ce qu'on attire les entreprises qu'on cible? Si oui, super. Sinon, pourquoi? Faut-il ajuster le marketing ou peut-être même revoir l'ICP lui-même? C'est cette confrontation qui est au cœur du truc. Beaucoup d'entreprises définissent un ICP, mais elles vérifient jamais s'il colle à la réalité de leur audience digitale. C'est dommage. Troisièmement, il faut s'appuyer sur des outils d'analyse avancés. Bon, Google Analytics, c'est la base. Mais il existe des plateformes B2B dédiées qui peuvent identifier les entreprises visiteuses en respectant les règles, bien sûr, et donner des infos encore plus riches. Il y a aussi des outils d'IA qui commencent à apparaître pour segmenter les audiences, pour détecter des signaux d'intention encore plus subtils. L'idée, c'est d'automatiser ce qu'on peut pour se concentrer sur l'interprétation stratégique. Et enfin, une recommandation forte, c'est de combiner l'analyse quantitative, les chiffres, et l'analyse qualitative. Les chiffres disent quoi, mais rarement pourquoi. Pourquoi cette page attire tant? Pourquoi ce taux de conversion est faible? Il faut parfois aller plus loin. Des enquêtes, des cartes de chaleur, heatmaps, des enregistrements de sessions, analyser les mots-clés utilisés dans les recherches pour comprendre les vraies motivations des visiteurs. C'est cette double lecture qui permet de bâtir une stratégie solide et d'optimiser le retour sur investissement. Finalement, comme on l'a vu avec l'exemple de Fanelis, ça renforce énormément le dialogue et la collaboration entre la vente et le marketing. C'est plus chacun dans son coin. Le marketing fournit des leads mieux qualifiés, des infos sur leurs intérêts, et la vente, elle, arrête de prospecter à l'aveugle et peut donner un retour précieux sur la qualité des leads, sur les réactions du marché. Exactement. C'est un cercle vertueux. Les décisions ne sont plus basées sur des intuitions, des habitudes, mais sur des preuves concrètes, issues du comportement réel des prospects sur le point de contact digital numéro 1, le site web. Et ça mène à une allocation plus intelligente des ressources et, au final, à une meilleure performance commerciale pour tout le monde. En conclusion, on voit bien que l'analyse des données visiteurs, c'est loin d'être juste une mesure d'audience passive. C'est un levier stratégique vraiment puissant. Ça permet de confronter sa stratégie à la réalité du marché, de dénicher des opportunités cachées et surtout, comme le montre bien le cas de Finalis et les recommandations des études, d'orchestrer cet alignement indispensable entre marketing et vente pour une efficacité maximale. C'est un véritable outil de pilotage, presque en temps réel. Oui, tout à fait. Et pour ouvrir un peu la réflexion à la fin, cette discussion soulève une question prospective assez importante, je trouve. L'émergence des IA, comme GPTG, comme source de trafic qu'on a observé chez Finalis, c'est fascinant. Comment est-ce que ça va transformer la nature même de l'intention qu'on essaie de décrypter? Un visiteur qui arrive après une conversation complexe avec une IA, est-ce qu'il a la même valeur, la même intention qu'un visiteur qui a cliqué sur une pub ciblée ou un résultat Google? Les signaux classiques d'engagement, le temps passé, les pages vues, est-ce qu'ils garderont la même pertinence face à ces parcours assistés par IA? Il faudra sans doute développer de nouvelles méthodes d'analyse, peut-être plus qualitatives, ou basées sur le contexte de la recommandation de l'IA, pour continuer à décrypter finement ces nouvelles routes digitales et l'intention réelle qui se cache derrière. Le jeu de l'interprétation, il ne fait que commencer à se complexifier, je crois. Une réflexion à poursuivre.